Chronique technopolitique de l'anthropologue Sandrine Lambert. Sandrine, vous le savez, elle explore depuis quelques chroniques chez nous le monde ou les mondes dont les technologies et la politique sont en train d'accoucher sous nos yeux, parfois ébahis, mais souvent aveugles. Et elle ramène de la grande visite. En studio aujourd'hui, Martin Hébert, qui est le directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval, professeur d'anthropologie, auteur également, d'essais, mais également de fiction. Et la dernière fois que vous étiez venus ensemble, ça avait été super intéressant, cette discussion-là. Elle avait fait beaucoup réagir sur le film de Francis Ford Coppola, Megalopolis. Et encore une fois, aujourd'hui, vous plongez dans une œuvre de fiction. Et cette fois-ci, c'est de la littérature. Vous allez nous parler, si je comprends bien en tout cas, démêler tout ça pour moi. Vous allez parler de la conquête spatiale d'aujourd'hui, contemporaine, mais en utilisant comme base d'analyse ou comme filtre les chroniques martiennes de Ray Bradbury, un classique de la littérature de science-fiction. Martin a amené une vieille édition qui sent bon, le vieux papier, là, tu sais. On a envie de se mettre le nez dedans pour sniffer. Édition de 1960 chez De Noël, oui. Donc... Et l'édition est plus vieille que moi, je veux juste noter. Voilà, donc les chroniques martiennes. Allez-y, je vous lance. Très bien. Ben oui, effectivement, on voulait parler des chroniques martiennes de Ray Bradbury parce que Mars est vraiment revenu sur le devant de la scène ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite élection présidentielle aux États-Unis récemment, et on a un certain Elon Musk qui en tout cas a pris de la place et va en prendre encore plus. Donc Elon Musk, c'est le patron de Tesla et de SpaceX et de X, anciennement Twitter notamment. Et puis c'est ça, on pensait que c'était important d'en parler parce qu'effectivement, Mars a été quand même mis de l'avant pendant cette campagne présidentielle et puis c'était un prétexte pour lui de dire si on va élire Trump, la conquête sur Mars va pouvoir avoir lieu. En tout cas, toutes les aspirations qu'on a depuis des années va pouvoir avoir lieu. Si vous allez élire le camp d'en face, ça n'aura pas lieu. Donc ça, c'est une chose qui nous faisait penser que Mars, c'est vraiment d'actualité parce que finalement, il y a toujours des velléités d'aller coloniser Mars. Et puis ensuite, c'était aussi les 60 ans de la première mission qui a été envoyée sur Mars. Donc on est là en ce moment. Et puis les 70 ans de la réédition de l'édition française des chroniques martiennes de Ray Bradbury. Puis Martin va pouvoir mettre en contexte un peu cet ouvrage-là. Oui, c'est ça. Redécouvert et aimé. La raison pour laquelle on est retourné vers les chroniques martiennes de Bradbury, c'est qu'il semble y avoir vraiment un écho entre notre époque et l'époque où ce livre-là a été publié. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui appartient à ce qui est appelé l'âge d'or de la science-fiction. Donc, c'est vraiment une période où les thèmes, souvent qui sont dans la tête du public, se mettent en place. Là. Notamment, en lien avec Mars, les récits de conquête de la Terre par des Martiens. Donc, c'est quelque chose qui apparaît à la fin du 19e siècle, mais dans les années 40, les années 50, c'est vraiment l'usine à saucisses. Là. Hollywood en sort énormément, les récits de ces Martiens monstrueux qui débarquent, qui conquièrent la Terre, etc. Et l'autre versant de ça, évidemment, c'est la projection de l'humanité dans l'espace. Donc là, c'est l'humanité conquérante, l'humanité avec les fusées spatiales brillantes, etc., qui a certainement marqué très, très fortement l'imaginaire de Elon Musk, entre autres. Là, ces fusées renvoient directement à cette esthétique-là. Et les chroniques martiennes s'insère dans cette période-là, publiée en 1950, avec un regard critique. Donc, c'est vraiment ce qui est à retenir, c'est-à-dire cette idée-là que, finalement, l'arrivée des humains sur Mars n'est pas nécessairement ce grand triomphe de la civilisation qu'on pouvait croire à l'époque, et certainement que les techno-utopistes d'aujourd'hui tentent de ramener là, cette espèce d'idéologie très coloniale, finalement. Et un autre élément très important de cet ouvrage-là, justement, c'est qu'il fait le parallèle avec le colonialisme, qui était encore là quelque chose de moins, en fait, de pas présent ou presque dans la science-fiction américaine et britannique, là, où on allait conquérir, et l'humanité était une force civilisatrice qui se battait contre des monstres, etc. Ben là, ici, tous ces tropes-là sont inversés, et on va vraiment avoir finalement une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là?
on veut aller sur Mars, mais pourquoi? Et ça résonne tout à fait avec des décisions qu'on a à prendre aujourd'hui, là. Puis c'est ça, Mars est vraiment, dans cet ouvrage-là, présenté comme un miroir, en fait, comme une critique de la société américaine de cette époque-là. Et effectivement, ça a été écrit dans les années 1948-49. Est-ce qu'on savait à cette époque-là, je m'excuse, est-ce qu'on savait qu'il y avait personne sur Mars? Quand Bradbury, savez-vous, quand Bradbury a écrit les Chroniques martiennes, est-ce qu'on savait que c'était une planète morte, déserte, où on fantasmait encore sur la possibilité qu'il y ait des gens? C'est une bonne question historique à poser. Ouais. Ben, l'état des connaissances scientifiques rendait ça très, très peu probable. Là, déjà, on avait des bonnes des observations par télescope, etc., qui montraient que Mars était désert. Mais Bradbury prend, lui, une approche très poétique. Là. Il n'y a pas de prétention à une rigueur scientifique. Ouais. Donc, ça lui permet de repiger dans ces vieux mythes-là, mais toujours un peu deuxième degré, disons. Là. Il y a des martiens, mais... c'est plus une fable. Oui, voilà, c'est ça. On est dans l'allégorie davantage que dans la réalité scientifique. Il y a un nom pour la science-fiction hardcore, là, celle qui ne veut pas déroger aux lois scientifiques. Là, en tout cas, il y a un courant comme ça, mais bref. Ben, c'est de la hard science fiction. Hard science. Lui, après, il réfutait, il voulait pas que ce roman-là, qui est en fait un assemblage de nouvelles, il y a 28 nouvelles qui composent ce livre-là, et qui s'étale, lui, il les présente de 1999 à... si je me trompe pas, je ne m'en souviens plus, jusqu'à 2026. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'il fait l'échelle du temps. Et puis, donc, c'est un assemblage de nouvelles. Et puis, il a créé, pour que ça puisse se tenir, des petites insertions pour que ça devienne... Voilà, c'est ce qu'on appelle les fix-up novels. Mais lui, il réfutait complètement le terme de science-fiction parce qu'il disait, il n'y a absolument rien de probable dans tout ce que j'ai écrit. Donc, effectivement, ça relevait plutôt du mythe. Et ce que je disais, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est ça. Le Mars, en fait, devient le miroir tendu à la société pour lui montrer tous les travers dans lesquels elle embarque. Donc, ce qui est très présent et comme idéologie aussi en lien avec la guerre froide, qui est le moment à laquelle il a écrit ça. Il y a beaucoup cette peur des bombes atomiques, de la guerre imminente. Donc ça, c'est vraiment présent à tout moment. Et puis aussi, pour faire le lien avec la conquête dont parlait Martin, à un moment donné, il compare aussi toutes les fusées qui arrivent sur Mars à une invasion de sauterelles qui vont arriver, qui vont se déployer sur cette planète et puis finalement détruire la vie sur Mars, parce que quand les humains arrivent, au début les Martiens vont réussir à les piéger, et puis les premières missions vont échouer, mais ensuite les humains vont amener la varicelle, et c'est la varicelle qui va faire quasiment exterminer la population martienne à ce moment-là. Ouais. Juste pour donner une idée d'une scène qui donne le ton à ce recueil-là, quand la première mission humaine arrive sur Mars, évidemment, là, on est dans l'imaginaire du triomphe. On a réussi à se rendre sur la planète. Le capitaine et son équipage débarquent et se rendent compte que Mars, finalement, a l'air de petite ville du Midwest américain. Donc ça, il y a vraiment comme une subversion là, déjà en partant, et les Martiens vivent comme monsieur et madame tout le monde font leurs petites affaires, et le capitaine va cogner à la porte d'un Martien et dit voilà, nous sommes arrivés, et là le Martien dit oui, mais vous avez vos souliers puis vous êtes dans ma maison et vous mettez de la boue partout, puis le capitaine dit pouvez-vous comme au moins comme nous organiser une parade, quelque chose. C'est un accomplissement pour l'humanité. Puis les Martiens ne comprennent pas pourquoi il veut célébrer ça. Et là, tout de suite, ça tombe à plat. Et là, on commence à désamorcer justement ce mythe-là conquérant, comme si... l'orgueil humain qui... la vanité. La vanité humaine, c'est ça. Absolument. Et les Martiens, oui, il y a une phase où ils vont résister plus activement, mais la première réaction est surtout justement de dégonfler l'ego humain. Personne n'a le temps de leur parler, des choses comme ça. T'as fait des mois de voyage spatial. Puis les terriens sont même à dire, mais peut-être qu'on devrait redécoller pour réatterrir. Ils auront le temps d'organiser une réception. Oui, absolument.
Donc c'est ça, c'est comme une difficulté à comprendre qu'ils n'étaient pas attendus plus que ça. Donc comme certains colons et missionnaires dans différentes missions. Puis justement, c'est des choses qu'on retrouve aussi à un moment donné, une fois que les premières explorations terriennes ont échoué, parce que les Martiens, non seulement attendaient pas les terriens, mais en plus avaient des subterfuges. En fait, ils sont doués de télépathie et aussi d'hypnose, donc ils avaient la capacité à se transformer en personnes que les terriens auraient souhaité voir. Donc c'est vraiment incarner le fantasme, donc par exemple d'une personne disparue. Donc ils les ont piégés un peu de cette façon-là, et puis finalement l'histoire leur donnera raison, l'histoire de Bradbury, de se méfier de ces terriens-là qui effectivement viennent pour reproduire, comme disait Martin, ce qui a existé avant, puis à tel point qu'ils vont renommer les villes. Donc ça, c'est marrant parce qu'au début, en fait, comme il y a une forme d'occupation plutôt minière, en fait, on va extraire des métaux, donc ça aussi, ça fait vraiment écho à l'actualité, parce qu'il y a ce fantasme d'extraire des matériaux rares, d'astéroïdes ou de planètes. Donc la première mission, c'est celle-ci. Donc la manière dont c'est renommé, c'est Détroit 2, la cité électrique. Donc on est dans des dénominations autour de la ville productive essentiellement. Ouais. Puis après, on va avoir New York, New Texas. Donc finalement, on n'est pas là pour réinventer autre chose, mais on va dupliquer ce qui existe déjà. Ouais. Et justement, cette reproduction-là soulève la question fondamentale qui traverse tout le recueil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Pourquoi y aller? Et là, justement, il y a le côté martien, où, comme Sandrine dit, tout ce que les humains font, c'est finalement reproduire la société terrienne avec ses travers. Et de l'autre côté, justement, avec la guerre nucléaire, avec toutes les scènes qui se passent sur la Terre, nous soulève la question en disant, finalement, on est juste en train d'abandonner la Terre qui est essentiellement un champ de destruction rendu au milieu de l'histoire. Ouais. Donc, il y a cette idée-là de, pourquoi se lancer vers une autre planète quand on n'est même pas capable de prendre soin de la nôtre, là? Mm-hmm. Et ça revient... Mm-hmm. Oui, absolument. Et puis, il y a même Bradbury fait dire à un de ses personnages, nous autres terriens, nous avons le don d'abîmer des belles et grandes choses. Si nous n'avons pas installé des marchands de hot-dog au milieu du temple égyptien de Karnak, c'est uniquement parce qu'il était situé à l'écart et n'offrait pas de perspective assez lucrative. Donc, en fait, on a exactement la même idée. Puis c'est marrant parce que plus loin dans le recueil, on va avoir justement un terrien qui s'est installé comme marchand de hot-dog. Puis c'est le même qui va dire, parce qu'à ce moment-là, il y a plus de martiens, donc il dit, mais j'ai jamais vu un martien, mais j'aime pas les martiens, c'est pas naturel, j'en ai jamais vu, vous étiez cachés tout ce temps-là, fichez-moi la paix. Donc c'est intéressant ce parallèle autour du hot dog et puis des terriens qui vont abîmer cette planète. Et puis à un moment donné, il y a une réflexion critique d'un terrien qui va finalement être un peu dissident par rapport à l'équipage qui est là, et puis il dit, c'est moi contre toute cette saloperie vorace de machines à broyer que l'on a sur Terre. Ils vont balancer leurs maudites bombes atomiques et se battre sur des bases d'où ils pourront faire la guerre. Donc il leur dit, ça leur suffit pas d'avoir détruit une planète, il faut aussi qu'ils polluent la mangeoire des autres. Ouais. Puis c'est intéressant parce que ça revient beaucoup aussi aujourd'hui, cette perspective d'avoir une planète B, c'est-à-dire Mars comme une planète de rechange. Si on va saccager cette planète-là, s'il y a plus trop d'espoir sur Terre, si il y a si jamais les dérèglements climatiques étaient vrais, dans ce cas, on est dans une impasse et on va pouvoir bâtir une autre civilisation sur Mars. Et c'est comme ça qu'Elon Musk, en tout cas, nous vend le projet. Exactement. C'est pour ça que l'ouvrage est actuel, parce que à un moment donné, Bradbury fait parler un contribuable de l'Ohio qui dit, mais évidemment que toute personne sensée voudrait quitter la Terre, en fait. C'est la Terre, vous pouvez vous la garder. Puis Elon Musk, il dit fuck la Terre. Il a clairement dit comme ça. Il porte un t-shirt Objectif Mars quand il est dans les campagnes présidentielles, enfin quand il était avec Donald Trump, mais c'est pas du tout la première. Enfin, il y a comme une idée en fait d'une évolution qui voudrait que la Terre c'est le berceau de l'humanité, mais qu'il faut savoir sortir du berceau et que Mars serait comme un prolongement, une continuité. On pourrait aller se renouveler là-bas. Et finalement, ce que Bradbury mais en tout cas parle dans son roman, c'est le fait que Mars va être détruite et la Terre va être détruite. Donc finalement, cette perspective d'avoir une planète B n'a pas fonctionné. On va
dévaster 2 fois la planète et surtout, ça démobilise le fait de se responsabiliser sur la planète sur laquelle on est. Donc ça revient à ce que disait Martin sur pourquoi on fait ça. Ouais. Parce que c'est ça, souvent les discours sur l'exploration spatiale en général et sur Mars en particulier, c'est comme une comptabilité à colonne unique en disant, pourquoi se priver de faire ça? C'est pourquoi, oui, ça va coûter cher, mais justement, c'est pour une mission grandiose de l'humanité, c'est pour développer des technologies nouvelles, etc. Mais on voit pas ce que ça... on voit pas ce qui pourrait être fait avec ces ressources-là investies ailleurs et autrement. Oui. Et ça, ça va bien au-delà de ce discours colonisateur techno-optimiste. C'est un défi constant pour les programmes spatiaux d'essayer de convaincre le public que oui, il faut mettre des dizaines de millions et c'est pas des centaines de millions de dollars dans un télescope spatial ou dans des sondes, etc. Et là, justement, le livre et le contexte, justement, de gens qui exacerbent cette ambition de se projeter physiquement sur Mars, soulève ces questions-là encore au cube. C'est-à-dire, c'est pas juste qu'on met beaucoup de ressources, là, c'est carrément se ruiner ou en tout cas faire des dépenses collectives dont on n'a pas les moyens. Ouais. Et quand on parle de dizaines de milliards de dollars, il y aurait peut-être autre chose à faire avec ça. Là. Mm-hmm. Et pour un projet dont on comprend pas l'intérêt, surtout, c'est une planète hostile. Enfin, je comprends pas qu'on parle de Mars comme d'une destination potentielle pour les humains de toute façon. Oui, non, c'est vraiment, effectivement... Oui, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que il y a un défi technique, il y a un défi... disons, simplement d'organisation humaine, mais pour vendre le projet, des gens comme Musk et compagnie doivent aller encore plus loin dans l'inflation verbale et montrer que c'est un impératif civilisationnel. Le même discours qu'on trouvait dans l'expansion américaine vers l'Ouest, là, la destinée manifeste. Parce que Mars est là, on va finir par y aller. Donc, il y a comme une vision très orientée de l'histoire là-dedans. Oui, c'est comme la nouvelle frontière à repousser. Et puis, c'est là-dessus que, justement, que se rencontrent la Silicon Valley et le New Space. Le New Space, c'est vraiment tous ces porteurs de projets privés, tous ces acteurs privés qui veulent aller dans l'espace et qui mobilisent beaucoup d'argent. Donc, Elon Musk en fait partie, Jeff Bezos aussi, quand même, le patron d'Amazon avec Blue Origin. Et en fait, ces deux idéologies-là se rencontrent parce qu'en fait, c'est l'idéologie start-up. Donc, on vend un projet de rêve qui est colossal. Donc, effectivement, il y a toute une enflure verbale qui va avec, toute une inflation verbale qui est sans fin. Et puis, mais la conquête spatiale, ça date d'il y a longtemps. Mais on pourrait parler d'exploration spatiale, juste que ce terme conquête soit systématiquement associé. Puis, c'est pas quelque chose qui est facile à réfuter, comme pas mal d'innovations dont on a parlé dans cette chronique. C'est assez vite incritiquable, puisque c'est le progrès. En tout cas, c'est la définition qu'on en fait. Et donc là, le New Space, donc ces fameux, on les appelle les astro-capitalistes, en fait, font des levées de fonds incroyables avec des projets qui sont porteurs de rêves. C'est comme ça que ça fonctionne, la logique start-up. Donc, on va financiariser, mais du rêve qu'il faut d'abord mettre en mots pour le rendre efficace. Donc, c'est ça qui mène vers Mars. Donc, effectivement, c'est capter des fonds publics, comme disait Martin, mais c'est aussi parce que, au-delà de l'objectif civilisationnel, des acteurs privés ont énormément d'argent à se faire en route, et puis ça a déjà commencé. Et c'est l'application d'un modèle que eux répètent encore et encore, c'est-à-dire leur idéologie libertarienne les amène à chercher des domaines, des secteurs, des territoires réels ou virtuels où la question de la légalité ou de l'illégalité se pose pas. C'est-à-dire, ils veulent la nouvelle frontière qui n'est pas encore régie par le droit. Les choses pour lesquelles on n'a pas encore de règles, etc. Et évidemment, les frontières spatiales il y a l'attrait du sauvage aussi là-dedans, je veux dire du territoire sauvage, comme le dit Martin, qui n'est pas régulé, qui est protégé par aucune constitution, par aucune loi suprême, puis sur laquelle il reste cette espèce de fantasme-là. C'est l'insularité suprême. C'est ça. Et dans les chroniques martiennes, Bradbury même
réfléchi à ça, c'est-à-dire où il parle en disant mais la frontière ne reste jamais à la frontière, c'est-à-dire que même dans l'hypothèse où certaines personnes iraient établir des colonies sur Mars, etc., ben, les fonctionnaires vont venir en arrière. Le droit et l'État est toujours en train de courir après ces nouvelles frontières-là ben ça va juste les projeter ailleurs et carrément vers la fin du recueil, ben on apprend que effectivement les humains ne se sont pas limités à Mars, sont allés explorer des lunes de Saturne, etc. Donc c'est jamais suffisant parce que il y a vraiment cet aspect du territoire vierge, en tout cas dans l'idéologie coloniale. Il y a une espèce de pulsion chez les humains. Pensez-vous qu'il a lu les Chroniques martiennes, Elon Musk? Oh oui, à mon avis probablement, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une forme de réinterprétation ou de mauvaise interprétation des chroniques martiennes. En fait, je pense que il y a il y a plusieurs ingénieurs de la NASA et autres qui ont lu ce recueil puis qui disent que en fait, ça a été la motivation pour aller sur Mars. C'est la première fois qu'ils ont imaginé que Mars pouvait exister. Et puis aussi que qu'ils l'ont lu ou pas lu, c'est-à-dire ils ont vu le titre, ils s'en revendiquent, mais clairement le livre critique tout ce que eux essaient de raconter. C'est vraiment une mauvaise interprétation. Puis il y a même une station d'atterrissage du rover Curiosity sur Mars qui s'appelle Bradbury. Ah, c'est vrai? Oui, absolument. L'ironie quand même. Ben oui, c'est incroyable. Justement, alors que Bradbury serait certainement... Il serait pas ravi du projet, là. Ça, c'est pas possible. Il a tout fait en son pouvoir pour mettre l'humanité en garde. Face à ses aventures un peu stériles, et là, il devient une sorte d'icône. Puis ce qui est assez marrant pour revenir à ce que disait Martin sur le fait que l'arrivée de l'administration et tout ça, en fait, il y a même une nouvelle spécifiquement. Bon, il y a les missionnaires qui arrivent, ça aussi ils veulent aller chercher quel est le péché sur Mars, donc où régler le péché sur la Terre, ils savent pas, des terriens sur Mars ou alors voir quelle est la nature du péché sur Mars, mais il y a aussi les bureaucrates et les censeurs. Puis je trouve ça intéressant parce qu'à partir du moment où Musk va avoir en charge on peut dire quasiment éliminer la bureaucratie américaine, ou en tout cas l'alléger fortement. Oui, c'est son nouveau mandat, là. Ben oui, c'est son mandat, effectivement. La prochaine administration Trump. Ouais, exact. Et en fait, effectivement, donc Bradbury, à un moment, dit, effectivement, quand tout fut étiqueté et mis en place, la fine fleur de la Terre arriva, mais la fine fleur de la Terre, en fait, il les appelle les démolisseurs de l'ambiance morale. C'est carrément un département, l'ambiance morale. Il y a aussi la société de répression de l'imaginaire, donc, parce qu'il y a une censure de tous les livres, de tout ce qui avait attrait à la fiction. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Martin, c'est très orwellien aussi ce terme, cette façon de vouloir éradiquer toute possibilité d'imagination. Donc effectivement les bureaucrates arrivent et vont à nouveau reproduire une forme de censure et d'organisation. Donc c'est absolument fascinant de relire. C'est d'une actualité vraiment surprenante, là. Oui, et malheureusement d'actualité, on se rend compte que 75 ans plus tard, les mentalités fondamentales les nouvelles de Bradbury n'ont jamais été aussi pertinentes. Non. Mais d'ailleurs, à un moment donné, il fait dire à un de ses personnages, l'ignorance est fatale, Monsieur Garrett. Effectivement, le personnage va mourir parce qu'il n'a pas reconnu qu'il était dans une mise en scène d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, où en fait, c'est Usher 2, donc une réinterprétation de la chute de la maison Usher. Et donc, si il avait lu les ouvrages qu'il avait obligé à censurer ou à brûler, il serait pas mort dans la mise en scène qui a été prévue pour lui. Donc c'est la revanche. Donc il y a une forme de résistance au bout d'un moment des terriens qui sont arrivés sur Mars. C'est tout le temps qu'on avait. Sandrine Lambert et Martin Hébert, respectivement anthropologue. Sandrine qui vient faire des chroniques ici toutes les 2 semaines. Martin qui est directeur du département d'anthropologie de l'Université Laval. Lisez les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Vous trouverez sûrement des éditions un peu plus neuves dans les librairies, mais elles ne sentiront pas aussi bon que celles de Martin. Merci à vous deux. Puis je pense qu'on va se retrouver. Martin, vous allez venir faire un tour encore le 20 décembre, si je ne m'abuse. Le 18 décembre, dans un mois, dans 4 semaines. Merci à vous deux. Bye bye. Merci.